Je voudrais remercier mon invité, Claude Chopp, qui a accepté lui aussi de venir après 2 heures d'enregistrement, ou peut-être un petit peu moins, d'une émission cet après-midi sur le livre dont il va parler. Et aussi, je crois, après avoir passé sa matinée à batailler ou achever de batailler avec un index dont, vous savez, ces machines informatiques dont la première version était perdue. Alors voilà. Ceci est une table ronde à 3 personnes, même s'il n'y semble pas. Je suis une de ces personnes, je suis plutôt là comme médiatrice, comme débattrice. Je suis Nadège Lannéry d'Agen, j'enseigne dans cette école l'histoire de l'art, dans le département qui se trouve à 5 mètres d'ici. Et donc je suis une de ces débatteuses. Claude Chopp, lui, est notre guest star masculin. Monsieur Chopp est docteur ès-lettres et sciences humaines. Il a exercé les fonctions de lecteur à l'étranger, puis, si je ne me trompe pas, d'attaché culturel pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, après son retour, il a été professeur à l'IUFM de Versailles, notamment, mais pas seulement. Depuis les années 80, il se consacre à la résurrection d'un auteur qui est Alexandre Dumas. Pourtant, si vous êtes venu, vous savez que ce n'est pas de Dumas qu'on va parler. Il en est le biographe et il en est l'éditeur scientifique. Il est vraiment l'expert on ne se rend pas compte qu'au fond, il est à l'origine de la résurrection de Dumas, qu'on ne lisait plus, je crois, dans les années 80. Alors, peut-être est-ce que M. Chopp a le talent de ressusciter, puisqu'il est aussi, peut-être à l'origine, puisque c'est une nuit de l'origine par hasard, l'homme qui a ressuscité notre guest star féminine cette fois et qui n'apparaîtra que, hélas, virtuellement. Elle s'appelle, vous voyez son nom sous forme d'une signature, de sa signature, Constance Queignaud, et elle est donc là ce soir, elle est la 3e personne de cette table ronde. C'est donc une dame, c'est donc une biche, selon le langage du XIXe siècle, dont le nom et la personne n'étaient absolument plus connus au XXe siècle, et qui fut une amie, un modèle du peintre Gustave Courbet, qui en fit le portrait très intérieur. Alors, c'est un drôle de mot que j'utilise, qui fait sourire déjà quelques personnes, mais nous verrons pourquoi j'utilise ce mot. Alors, Constance Courbet Dumas. Le tableau dont il est question, vous le savez, c'est l'origine du monde de Gustave Courbet. C'est un tableau, je crois qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas connaître. Au fond, il est à peu près aussi connu, même s'il est plus délicat à photographier, quoique je vois déjà des personnes en train de le photographier, que la Joconde. Ce tableau, qui est donc en visibilité totalement publique dans un grand musée parisien, le musée d'Orsay, est une œuvre de Gustave Courbet, 1819-1877, et c'est une huile sur toile, peinte en 1866 de 46 cm sur 55 cm. On sait convenablement bien, et ce n'est pas notre objet ce soir, l'origine de l'origine du monde. Son premier propriétaire, qui est sans doute, qui est certes probablement son commanditaire, je vous livre ici simplement la fiche partielle du musée d'Orsay, est un diplomate, c'est un personnage très haut en couleur qui s'appelle Khalil Bey. La gravure ne rend pas compte de la personnalité de cette figure tout à fait flamboyante et qui a commandé donc ce tableau, qu'il a possédé, si je puis dire, dans son cabinet de toilette, donc dans un lieu
très privé de son appartement privé, ce qui n'a pas empêché qu'il le montre à beaucoup de personnes, et qu'il a, avec l'ensemble de sa collection, perdu au jeu. Il y a une morale de l'histoire, voyez-vous. Par la suite, le destin de ce tableau est compliqué. Claude Schopp me rappelait qu'il est allé en Hongrie. Il a eu toutes sortes d'aventures. Il a été revendu sous le manteau dans un magasin d'estampes japonaises. Les estampes japonaises, vous savez, c'était souvent aussi, on y vendait pas que des estampes. Et puis finalement, on le retrouve chez le psychanalyste Jacques Lacan. C'est très très curieux parce qu'on dit le psychanalyste Jacques Lacan, mais l'origine de l'achat, c'est sa femme, Sylvia Bataille, beaucoup plus que Jacques Lacan elle-même, et on le retrouve là-bas jusqu'à sa mort, dans leur maison de campagne. Après la mort, il commence à être connu du public et il est finalement acheté en 1995 et présenté au musée d'Orsay. Alors, ce tableau représente une femme, plus exactement une partie de corps de femme, les cuisses ouvertes, la fente du sexe parfaitement présentée, parfaitement visible au premier plan, presque une figure de seuil, pour reprendre l'expression de Louis Marin. Le système pileux, très brun, est détaillé avec volupté par le pinceau en attouchement, et on voit le ventre jusqu'à un sein. On devine un deuxième sein. On voit aussi un drap blanc à l'ombre refouillée, qui pourrait évoquer la tradition des draps qu'on trouve dans les traités d'anatomie pour les cadavres disséqués. Ce qu'on ne voit pas, c'est le bas du corps, ce sont les bras et bien sûr les épaules, le cou et le vêtement. Ce que l'on entend toujours dire, en revanche, que l'on écrit très souvent, c'est que cette femme est présentée, révulsée, après les convulsions de l'amour. Je ne sais pas quelle est la part d'interprétation et la part objective dans cette dernière définition qu'on trouve de façon récurrente. Alors, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est qui était-elle ? Est-ce que ça a une importance ? Je ne sais. Mais en tout cas, à partir du moment où le tableau est devenu un incontournable du public, des commentateurs et des historiens de l'art, une chose est certaine, c'est que tout le monde y est allé de son enquête. Je n'en donnerai que le plus célèbre et dernier avatar. Je n'oserais dire le nom, soyons pudiques, du ancien conservateur d'Ornans, du musée de Courbet à Ornans, qui en 2013 en a présenté l'hypothèse. Là, oui, la femme est tellement convulsée d'amour qu'elle en est décapitée et en 2 morceaux. Jusqu'à ce que, et zut pour la congrégation des historiens de l'art à laquelle j'appartiens, Claude Schopp, qui, je crois, n'avait jamais fait d'histoire de l'art, nous démontre d'une manière, hélas pour nous, incontestable, imparable et d'ailleurs non contestée, qu'il avait trouvé qui était l'origine du monde. Et il dira qu'il l'a fait par hasard. Alors, là, je lui donne la parole. Qu'est-ce que c'est que trouver par hasard ? Mais s'il le veut bien, je vais lui donner la parole d'abord de façon médiate. On trouve cette phrase que j'ai perdue, zut, qui est la presque première qu'il écrit. Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. Cette réflexion, qui est quand même rien moins que de Gaston Bachelard, s'applique précisément à ce que j'ai eu le bonheur d'expérimenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on trouve une chose comme ça sans la chercher, mais en étant chercheur ? C'est-à-dire qu'on cherche autre chose, et en cherchant autre chose, on est amené à trouver des choses mystérieuses qui vous laissent pantois, en définitive. Je vous avoue que quand j'ai retrouvé la phrase d'Alexandre Dumas, fils, puisque
j'avais le projet, et je l'ai toujours, puisque j'y travaille actuellement, de présenter, d'éditer la correspondance de Dumas fils et de Georges Sand. Donc c'est une correspondance admirable. J'avais donc ce projet. Bien sûr, je devais transcrire les lettres, les lire. Et là, tout d'un coup, qu'ai-je trouvé ? J'ai trouvé une phrase de Dumas fils à Georges Sand. On va peut-être montrer la lettre. On va montrer la lettre. Dans son ensemble, et puis vous m'arrêtez quand on arrive au bon moment. Donc là, vous voyez, c'est une lettre qui est d'autant plus émouvante que pour moi qu'il y a une marge de deuil, vous le voyez. Et la marge de deuil, c'est le deuil du père, c'est-à-dire Alexandre Dumas père, et Alexandre Dumas fils a acheté un papier deuil pour célébrer la mort de son père. Donc, pour moi, c'est très, très, très émouvant. 17 juin 71. Alors, pour vous tous qui connaissez très bien l'histoire, 71, nous sommes après la Commune. Or, vous savez que Courbet a participé à la Commune, puisque on l'a soupçonné d'être à l'origine de la chute de la colonne Vendôme, et donc il a soulevé une haine qui était propre à la Commune, c'est-à-dire que aussi bien Dumas fils que Georges Sand que Flaubert, étant des gens qui possédaient, haïssaient Courbet. Et donc la phrase ici que l'on voit, où il montre l'indignité de Courbet en disant « Il a osé peindre ce tableau », je vous laisse... Non, vous allez la lire, si vous le voulez bien. Je crois qu'elle se trouve en bas, d'abord, le début de cette page. C'est cela. Et au début, surtout, de la suivante, et je vais le grossir. C'est ça qui vous a interpellé. Oui, c'est la précédente d'abord. Pardon ? Ah. Excusez-moi. Ah, voilà. Ah oui, de son pinceau. Donc là, de son pinceau le plus délicat. Ah oui, c'est celle du milieu. De son pinceau le plus délicat. Et ensuite, nous continuons par là. Et ensuite, nous continuons. Ah, c'est le ciel qui nous a apporté, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'il a peint de son pinceau le plus délicat et le plus sonore ? L'intérieur de Madame Queignaud de l'Opéra. Donc il y avait là une révélation. Sauf que l'intérieur, la lettre, vous ne l'avez pas trouvée tout de suite. Non, j'ai d'abord travaillé sur une transcription. Et sur la transcription, il y avait, de son pinceau le plus sonore, l'interview de Mademoiselle Queignaud. J'ai dit, ça ne veut rien dire. Et puis interview en 71, c'est un peu tôt. Ça ressemble terriblement à un néologisme. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, bon, ça ne peut pas être intérieur. Alors, c'est quoi ? Alors, ça ne peut pas être interview. Alors, j'ai pris une liste de mots qui commençaient par inter dans le Robert, et j'ai regardé intermède, et puis, il y a un moment où je suis tombé, bien sûr, sur intérieur. Et alors là, évidemment, puisque je savais que c'était le tableau de Courbet, j'ai aussitôt dit, voilà, c'est ça, Eureka, mais il faut bien sûr aller à la Bibliothèque nationale et retrouver le manuscrit et vérifier que intérieur est bien la solution. Alors, je trouve d'abord que c'est une leçon pour nous tous dans cette école, parce que ça signifie que parfois on transcrit sans réfléchir. Dumas n'écrivait pas en état d'ébriété. Peindre l'interview, comment peut-on transcrire, éditer, publier une chose comme ça ? Ensuite, cette lettre, elle continuait à l'intérieur de Madame Queignaud. Vous aviez quand même de l'opéra pour le Turc. Voilà, pour le Turc. Qui s'y hébergeait, pas mal. Oui, alors, qui s'y hébergeait. Il faut penser que... Mais Georges Sand n'était pas contre les plaisanteries un peu... La lettre est à Georges Sand. La lettre est à Georges Sand. Et Dumas fils considérait Georges Sand comme sa maman. Hein, comme sa maman. Il l'appelait maman, et elle l'appelait mon fieu, d'après le patois berrichon. Donc il y avait une proximité très forte. Donc,
on pouvait se confier des choses de ce style. Alors, le tout de grandeur naturelle. Le grandeur naturelle. Et de grandeur naturelle, les deux femmes se passant d'hommes. Se passant d'hommes. Donc les deux femmes se passant d'hommes. Alors si vous voulez voir les deux femmes se passant d'hommes, c'est toujours conservé au Petit Palais. Hein, c'est le tableau qu'on appelle les deux cousines, ou le sommeil. Et vous avez là, on pourrait supposer que la cousine brune, si j'ose dire, serait aussi Constance. Là, c'est seulement une hypothèse, je n'ai pas fouillé dans ce sens-là, mais on pourrait supposer que c'est Constance, puisqu'on a retrouvé des photographies. Alors, ces photos, comment vous avez fait? Alors, les photos, effectivement, le grand problème qui se posait, elle est de l'opéra. Et vous savez qu'à l'opéra, il y a un musée. Mais malheureusement, le musée de l'opéra, les fonds du musée ont été transférés à Pierrefitte, aux archives nationales. Donc, il y avait tout si vous voulez, écrire, découvrir, ça suppose des voyages. J'ai passé un certain nombre de voyages à droite, à gauche. Et donc, à l'opéra, après avoir trouvé un charmant conservateur, il m'a sorti quelques photos, 10 photos de Constance. Femme de l'opéra. Non, ce sont les clichés de danseuses. Voilà, ce sont voilà Constance telle qu'elle apparaît dans un cliché. Alors, les plus grands photographes l'ont photographiée. Nadar, entre autres, Liébert, il y a quelques-uns. Alors, c'était une danseuse que l'on pouvait appeler... C'était une danseuse à pantomime. C'était pas une danseuse... comment peut-on dire, c'était une danseuse qui mimait des actions et non pas la grande danseuse romantique. Donc voilà, et à partir du moment où j'avais trouvé le nom et ensuite la fonction, il fallait dérouler. Le vrai travail commençait, si vous voulez. Il fallait essayer d'aller plus loin, essayer de retrouver les quelques restes dans la presse, entre autres, qui parlaient d'elle. Donc ça a été un long cheminement et qui a commencé par retrouver les actes d'état civil. Et ces actes d'état civil m'ont profondément marqué, puisque après avoir retrouvé son acte de décès à Paris, en 1908, j'ai pu aller à l'acte de naissance, et l'acte de naissance est éblouissant, si j'ose dire, car on s'apercevait que c'était une fille naturelle, et la mère, l'acte de naissance, elle ne peut le signer que par une croix. Donc on voyait de quel milieu, à Saint-Quentin, N, on voyait de quel milieu elle venait, et petit à petit, comme on a retrouvé son catalogue et l'inventaire après décès, on s'apercevait qu'elle avait réussi à gravir les échelons pour obtenir une espèce de notoriété parisienne extraordinaire. Donc, je me suis posé la question comment une femme... Je montre ici, là, pendant que vous parlez, la mère, le portrait de la mère. Alors, à la voir comme ça, on a aussitôt vu qu'elle a dû veiller à la richesse de sa fille, qu'elle a sans doute... Elle faisait partie de ces mères et ces tantes qui utilisaient les jeunes danseuses à des fins autres que la danse. Et donc, je crois que, manifestement, là, dans sa sévérité, on peut supposer qu'elle a veillé sur sa fille qui, dès l'âge de 14 ans, entre à l'école de danse. Vous avez retrouvé le contrat d'engagement, oui, c'est ça ? Oui, le contrat d'engagement se retrouve. Donc il y a tout un cheminement qui permet de mieux voir, de mieux connaître et d'élargir le champ à toute une activité étrange qui est la danse à Paris au XIXe, qui est aussi... le monde de la bicherie, comme on disait, comme disent les Goncourt, c'est-à-dire ce n'est pas le bordel, c'est véritablement la haute prostitution, la haute bicherie, selon le titre utilisé. Et ce qui frappe
quand on regarde la vie de Constance qu'on réussit à mieux cerner, c'est qu'elle est une biche qui ne fait pas de bruit, alors que la plupart des biches au Second Empire font énormément de bruit. On en parle beaucoup dans les journaux. Je vais vous en citer une que vous connaissez sans doute, qui est Cora Pearl. Cora Pearl était une Anglaise venue à Paris et qui a véritablement soulevé une sorte d'enthousiasme et aussi soulevé une compétition entre les hommes du Jockey Club, entre autres, qui faisaient des femmes leur... si on parle de biche, vous voyez que ça fait référence à la chasse. C'était des chasseurs donc, qui ont chassé les femmes. Voilà le foyer de l'opéra. Alors, une fille naturelle, je crois qu'elle est née à Saint-Quentin. Saint-Quentin, elle, oui. La mère était gazetière. Gazetière, c'est-à-dire elle fabriquait de la gaz. Ça prédestine au tutu. Oui, ça pouvait prédestiner au tutu. Et elle s'appelle Constance, mais elle a un deuxième prénom ? Elle s'appelle, oui, le deuxième prénom est un prénom beaucoup plus aristocratique. Elle s'appelle Adolphine. Adolphine, et curieusement, sur son acte de naissance, on s'aperçoit que un des déclarants s'appelle Adolphe, donc, et qu'il est propriétaire. Donc, là, on rêve, là, on peut qu'imaginer, faire une hypothèse. Est-ce que elle est la fille naturelle de ce propriétaire terrien qui aurait pu entretenir cette mère qui n'est pas très aimable telle qu'on la voit photographiée, mais qu'on peut imaginer infiniment plus aimable. Alors, un tutu, il y a des discussions sur la longueur du tutu. Il faut qu'il soit plus long pour des raisons de pudeur. Il faut qu'il soit plus court pour le plaisir des spectateurs masculins. Mais là, le tutu est très relevé. Comment en arrive-t-on et comment en particulier Courbet, là c'est une question plus d'histoire de l'art, mais à laquelle évidemment vous avez la réponse, en arrive-t-il à cadrer ainsi, car encore une fois, cette présentation d'un corps sans tête, jambes ouvertes, avec le système pileux, n'a pas, à notre connaissance, mais on est nombreux à avoir cherché, n'a rien qui soit comparable. On a des femmes couchées, y compris jambes ouvertes, y compris la fente visible, mais on voit tout au moins le haut du corps, la tête. Donc d'où est-ce que ça vient ? Courbet n'était pas tout à fait un pudibond. Oh non, pas du tout. Non. Et c'est une période où Courbet peint beaucoup de femmes nues. C'est un de ses thèmes majeurs dans ces quelques années, 66, 68. Il peint là, vous avez un autre Courbet. Oui, mais, voilà. On a l'impression que pour Constance, dans son portrait, si j'ose dire, ça relève de la pornographie telle qu'elle était pratiquée par les photographes à ce moment-là. On a Belloc, par oui, exemple. Vous publiez dans votre ouvrage. On voit le même cadrage dans ces clichés qui se passent sous le manteau aussi, hein, et donc on a à peu près le même système. Bon, mais c'est pas ce qui intéressait Courbet. Ce qui intéressait Courbet, c'était de rendre la chair. En fait, il pensait qu'il était aussi bon que le Corrège, par exemple, hein, pour les comptes rendus de chair. Il se référait aux grands peintres et il pensait qu'il était, parce qu'il ne doutait pas de lui, Courbet, qu'il était au moins aussi bien que les grands de la Renaissance. Mais ce qu'il était, incontestablement. Vous n'aimez pas Courbet, c'est le paradoxe. Non, mais Courbet est entré dans ma vie très tard, en fait. Je ne cherchais rien sur Courbet. Je crois que si on montre cette photographie qui attire quelques spectateurs, si on montre cette photographie, il faut qu'on comprenne, hein, il faut que tout le monde comprenne pourquoi il y a une réitération, pourquoi on voit deux fois cet intérieur. Là, c'est une photo de Belloc, mais ces photographies, ce sont des plaques. Hein. Ce sont des plaques de verre qui ne se regardent pas comme ça, sinon on ne les présenterait pas deux fois, qui se regardent dans des petits appareils. On en fait encore pour des stéréoscopes, dont on en fait encore pour les enfants.
vous les mettez là, et en fait, ce sont des lunettes 3D. Donc vous devez comprendre que, et ça c'est important aussi pour le dispositif du tableau, que c'est une vue intime, c'est-à-dire que ces plaques photographiques, elles sont faites pour être regardées seule à seule avec un appareil qui vous fait, si je puis dire, pulsion scopique, on dit pudiquement en histoire de l'art, regarder vraiment de très près l'intérieur de ces femmes. Donc ça, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une surenchère dans la présentation de ce tableau qui explique que, ce sexe de cette femme arrive vers nous. En revanche, ce que ne peut pas faire la plaque, même si elle est légèrement, vous l'avez vu, la plaque de Belloc a dû être colorisée. On peignait ces choses-là à la main pour leur donner une couleur. On sent encore légèrement le rosé, mais ça ne tient pas, ça n'a pas tenu. Et donc, je crois que ce que vous dites sur la couleur, la matière, la chair, au fond, très pudiquement, à la Renaissance, c'est vous qui avez cité, les Vénitiens, on parlait d'incarnat. Ben, l'incarnat, il est là, et évidemment, très émouvant, il est là. Lorsque l'on regarde l'autre tableau que j'ai montré et qui se cache, non, il est là, vous comprenez très bien comment le rouge vient réveiller, vient aussi se réverbérer sur la chair. Alors j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas trop de lumière, mais je crois que c'est filmé. Et vous le voyez sur les chaussures, évidemment fétichisme des mules, et vous le voyez comme par hasard sur la signature de Courbet. Donc en effet, il faut comprendre aussi que c'est une lutte avec la photo, c'est-à-dire c'est un intérieur grandeur nature et pas petit comme ça, qui joue aussi sur la profondeur et qui joue en plus avec la couleur. Mais il y a d'autres... Au fond, cette dame, Constance Claude, elle a obtenu quoi? Elle a été payée pour ce tableau? On en sait quelque chose? Pourquoi a-t-elle accepté? Quels étaient ses rapports avec Khalil Bey ou avec Courbet? Non, ses rapports, elle était une des maîtresses officielles, parce que Khalil Bey était un homme très riche, et qui n'aimait que les chevaux et les femmes, mais c'était son époque. Et en définitive, je crois que il y a plusieurs témoignages curieux qui font d'elle, bien sûr, sa maîtresse, mais surtout une maîtresse porte-veine, dit-on. C'est-à-dire, elle porte chance. Et comme c'est un grand joueur, il a besoin de la présence permanente de Constance auprès de lui pour gagner. Et donc, comme il joue des sommes vraiment considérables avec les plus grands joueurs de l'époque, il y a véritablement, peut-être, vous savez, les gens qui gagnent beaucoup sont généreux. Donc je pense qu'elle a été alimentée par cette espèce de croyance qu'elle portait chance aux joueurs. Parce qu'elle n'est plus toute jeune quand elle est... Elle n'est plus toute jeune, elle arrive vers la trentaine lorsqu'elle... elle n'est pas si vieille quand même. Mais vous savez, je vis tellement dans le 19e siècle que j'en ai le réflexe. Elle avait commencé sa carrière à 14 ans, alors évidemment, toute chose par ailleurs. Oui. Il n'empêche qu'il est possible qu'elle ait reçu un cadeau de Courbet lui-même, puisque vous montrez, ou plus exactement la postface de votre livre, rédigé par Sylvie Aubenas, qui a longuement travaillé au musée d'Orsay et qui est une excellente connaisseuse de l'art de cette époque, et elle parle de ce tableau. Oui, non, effectivement, dans la collection vendue de Constance, on a eu la surprise de retrouver quoi? Un tableau de Courbet. Et on s'est dit, bon, alors ce tableau, pourquoi? Est-ce que c'est un don parce qu'elle a posé? Est-ce que c'est un achat? Pourquoi pas? Je ne le sais pas, mais c'était... Alors que la galerie de tableaux de Constance est d'une médiocrité affligeante, on trouve là, comme un miracle, un Courbet, et donc ça explique encore mieux cette identification comme elle étant le modèle de... Oui, d'autant plus qu'il arrive assez fréquemment que lorsqu'un modèle pose, alors en général c'est le visage ou c'est le corps, il soit remercié par un portrait.
Mais alors, si c'est un portrait en fleurs. Oui, c'est un portrait en fleurs. Elle est une de ces fleurs aussi de Paris, pas seulement de ces biches. Et je crois que ce bouquet de fleurs, cette nature morte, a été analysée aussi, a été de façon assez juste, en s'étonnant de la, comment dirais-je, de l'indécision, de la curieuse disposition des fleurs du centre qui pourraient elles-mêmes être, comment dire, allez, je vous laisse continuer, c'est vous qui êtes l'homme de lettres. Oh non, très peu en fait. Non, je crois qu'effectivement, là, il y a comme une présence sexuelle dans les pivoines qui sont présentées ici. Et je crois qu'il y a, pour moi, c'est très touchant, il y a aussi des camélias, comme la dame aux camélias et autres prostituées célèbres, rendues célèbres par Dumas fils. Donc ce serait presque alors, là, sauf qu'ils ne s'entendaient guère. En même temps, cette chose m'amuse, parce que vous m'avez dit que, je ne vais pas révéler votre adresse, mais je crois que vous avez l'habitude d'aller en Normandie, et que vous êtes allé à Cabourg, où cette biche, où cette fille naturelle, née de rien, qui a fini par avoir un bel appartement rue des Victoires, ou je ne sais plus, enfin un bel appartement à Paris, et a eu aussi une villa à Cabourg. Oui, non, il y a une réussite sociale extraordinaire. En fait, quand on parcourt les inventaires après décès, on se charme là. C'est-à-dire qu'on peut parcourir les appartements. On s'aperçoit qu'elle se crée un appartement aristocratique, très 18e siècle. C'est la mode, bien entendu. Le retour de la mode 18e qu'on retrouve chez les Goncourt, elle le pratique dans son appartement. Mais elle a aussi une villa à Cabourg. Et là, c'est un des aspects les plus intéressants et qui mériterait d'être sondé, si j'ose dire, c'est qu'à Cabourg, elle construit sa villa à côté de la villa d'une autre danseuse, Madame Dalloz. Les deux villas se jouxtent. Et sur la grille d'une des villas, il y a un A et un D, c'est-à-dire Adélaïde Dalloz. Et c'est l'un des traits qui m'intéresse, faut voir, très proustien d'ailleurs, parce qu'elle meurt l'année où Proust arrive à Cabourg. Ils ne se sont pas rencontrés, mais on peut rêver de la rencontre de Proust et de... Dalloz, c'est aussi une de ces... J'imagine que c'est le juriste, enfin, oui, c'est le recueil de loi. Ces jeunes femmes allaient loin, si je puis dire, dans la réussite sociale. Mais ce qui m'a amusé, c'est que si je ne me trompe, vous m'avez dit que cette villa s'appelait la Villa des Fraises. Au départ, ça s'appelait la Villa des Fraises. Et après, alors... j'essaie de deviner un amant anglais, puisque la villa devient Mill Cottage. Parce alors, que les fraises, je dois dire qu'en tout cas à la Renaissance, chez Bosch, la fraise, ça se croque, la fraise, ça s'aspire, la fraise, c'est un fruit hautement sensuel. Donc vous voyez, le rouge a décidément, le rouge, les fruits, les fleurs. Mais ce qui m'amuse, vous avez dit, elle a une chambre, vous décrivez sa chambre, qui est un petit boudoir délicieux du 18e. Et au fond, d'une certaine manière, ça m'évoque cette chose-là. C'est-à-dire, quand on regarde un tel bouquet, on ne peut pas imaginer l'histoire secrète qu'il y a derrière. Je veux dire l'histoire, non qu'il ait caché quelque chose, mais... Or, le tableau dont nous parlons, eh bien, ce tableau, vous voyez, il est aujourd'hui l'origine du monde. Je reviens de nouveau sur l'affiche d'Orsay. L'origine du monde est présentée sans aucun cadre. Et se retrouve sa juste place dans l'histoire de la peinture moderne. Mais il ne cesse pourtant de poser d'une façon troublante la question du regard, sans aucun cache, excusez-moi. Or ça, c'est très très curieux qu'on revendique l'absence de cache, car ce tableau, alors je dirais deux choses. Ce tableau, il est difficile de le présenter sans rien en cacher. Vous avez vous-même sur la couverture, était-ce une demande de votre éditeur ? Non, c'est une trouvaille de l'éditeur. C'était un tableau qui existait avant le livre, c'est-à-dire c'est un tableau américain. C'est un jeune peintre américain qui a peint cela avant donc qui est récupéré par mon éditeur pour la couverture. C'est tout. Eh bien, voyez-vous, caché d'une manière ou d'une autre, ça m'a amusé parce que
sur le site de la Nuit des idées, j'ai vu regarder, et j'ai demandé à ce que soit mis ce tableau. Et quand je l'ai regardé hier, j'ai vu que, oui, le tableau y était, même le cadre. Et donc, j'ai téléphoné au service de communication et j'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Facebook s'est fait beaucoup gronder parce qu'on ne peut pas faire ça, on est à l'école normale supérieure, on doit être capable. Et de fait, je dois dire que, Victoire, ce matin à 9h37, le tableau était intégral. Et ceci est pris, je ne triche pas, il y a l'heure quelque part, ceci a été pris à 9h18. Et ben, le tableau était revenu de la même manière. C'est-à-dire, alors on pourrait, juste pour finir, se demander de comment il est, vous le ferez peut-être, et en tout cas, ce tableau n'a jamais été fait pour être regardé tel quel. Beaucoup d'artistes se sont amusés à le rhabiller, mais plus sérieusement, j'ai précisé, et je finirai là, que le tableau était dans un cabinet de toilette à l'intérieur d'un appartement privé, et il n'était pas seulement dans un cabinet privé, dans un appartement privé, il était dès l'origine derrière un rideau, puis un paysage de Courbet, puis lorsque Lacan l'a acheté, il était dans sa maison de campagne, qui est une retraite, et il fallait traverser le petit jardin pour aller dans le bureau, et là, il y avait, bien entendu, le cache à tirette de Masson, qui est lui-même un paysage, un paysage anthropomorphe, un paysage féminin, et voilà. Alors ça, je n'ai pas le temps de continuer. Je voudrais juste, peut-être, si je la retrouve, montrer la formidable image qui est vendue à Ornans, parce que tout devient commercial, n'est-ce pas? Vous pouvez acheter l'enveloppe avec la tirette qui vous permet de détacher l'origine, de retrouver l'origine du monde de Courbet. Et je dois remercier Claude Chope parce que j'ai pris un immense plaisir. Ça se lit comme un roman à lire l'origine du monde, vie du modèle. Et on y apprend beaucoup de choses.